En mars 2010, la saison 3 de Breaking Bad commence à être diffusée sur la chaîne AMC. Et si les critiques et les fans sont emballés, les audiences ne suivent pas. Depuis la première saison, Breaking Bad peine à fédérer un public d'importance, ne parvenant que difficilement à dépasser les 1,5 million de téléspectateurs par épisode. Malgré ses indiscutables qualités, le succès n'est donc pas au rendez-vous. Gilligan le savait bien, et étant d'un naturel pessimiste, il n'était pas très serein quant à l'éventuel renouvellement de sa série pour une 4e saison. Et c'est ainsi que ce qui devait arriver arriva. AMC lui fit savoir que la saison 3 serait sans doute la dernière. Le showrunner et Sony Pictures Television décidèrent donc d'aller tenter leur chance sur d'autres chaînes, car il était hors de question que Breaking Bad s'achève sur un cliffhanger. Gilligan avait en effet une idée assez précise du nombre d'épisodes dont il aurait besoin pour finir son histoire convenablement. Il lui fallait encore 2 saisons. Bien vite, la chaîne FX se montre intéressée à l'idée de diffuser ces 2 futures saisons. Et chez AMC, quand ils apprennent ça, ils font du rétropédalage. Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, comme disait Aristote. Ainsi, après des semaines d'incertitude, la série est officiellement renouvelée par AMC le 14 juin 2010, le lendemain de la diffusion de l'épisode final de la saison 3. C'est ce qui s'appelle faire traîner. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui c'est la 4e saison de Breaking Bad qu'on va passer au crible, juste après ça. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va révolutionner ta façon de naviguer sur le web. Grâce à Opera, tu vas complètement modifier tes habitudes de navigation. Innovant et intuitif, Opera dispose de tout ce dont tu as toujours rêvé. Parce que tu mérites le meilleur, ma gueule. Opera dispose d'un VPN, d'un bloqueur de publicité et d'un bloqueur de tracker. Ces 3 fonctionnalités sont intégrées au navigateur, ce qui le rend extrêmement rapide et efficace, sans oublier son outil de capture d'écran hyper pratique. Et ça, c'est que les options basiques. Ce qui différencie Opera des autres navigateurs, ce sont ses outils intégrés d'intelligence artificielle. Et ouais mon con, ChatGPT et ChatSonic vont te faire gagner un temps précieux. Tu peux par exemple demander au navigateur de te faire un résumé d'un long article que t'aurais pas le temps de lire en entier, ou bien partager un tweet rédigé dans un style shakespearien. Rien n'est impossible ma gueule. T'as du mal avec les termes complexes, demande à ton navigateur de te les expliquer avec des mots simples. Tu sais pas quoi regarder ce soir, demande des idées à ton navigateur. Il sera bientôt ton meilleur ami. L'invite pas à boire des coups par contre, ça reste une machine hein. Je sais pas toi, mais moi j'adore personnaliser mon expérience de navigation. Si c'est ton cas, tu seras ravi de savoir qu'Opera te donne accès à des milliers de fonds d'écran. Des fixes, des animés, il y en a pour tous les goûts. Il est pas magnifique celui-là? Bon, je pourrais passer des heures à te parler d'Opera, mais je vais te parler d'une dernière fonctionnalité, Pinboards. Pinboards, c'est une sorte de tableau d'affichage virtuel qui te permettra de visualiser tous tes liens favoris en un clin d'œil. Clique sur le lien dans la description pour accéder à mon pinboard personnel. Tu y trouveras les pages internet que tout le monde devrait avoir dans ses favoris. Bonne navigation sur Opera, ma gueule. Début juillet 2010, les auteurs sont donc à nouveau sur le pied de guerre dans leur salle de travail de Burbank. Cette année, John Shiban ira voguer vers d'autres horizons, mais Jennifer Hutchison fait désormais officiellement partie intégrante de l'équipe, là où elle n'était qu'auteur freelance sur la saison 3. À force de discussion, le fil conducteur de cette saison s'impose rapidement à eux. Il s'agira d'un face-à-face entre Walter White et celui qui constitue désormais sa némésis, Gus Fring. Un fil rouge qui s'annonce riche en challenge, car Walt et Gus ont été définis comme étant 2 hommes particulièrement brillants. Leur partie d'échecs devra donc être à la hauteur. Sur cette saison, les auteurs adopteront une approche similaire à la précédente, n'anticipant pas les événements trop longtemps à l'avance, mais se laissant porter par l'histoire de façon organique. Ils se mettent donc au travail et appliquent la recette qui a fait ses preuves lors des précédentes saisons, étudiant les options qui s'offrent à eux en tenant compte de tous les outils dont ils disposent, à savoir tout ce qui s'est passé précédemment. Que pourraient-ils utiliser dans le passé de la série? Sur la saison 3, ils étaient allés chercher les cousins Salamanca dans une ligne de dialogue de la saison 2, et ils avaient aussi exhumé la station de lavage qui n'était apparue que dans le pilote. Ici, ils décident de donner plus d'importance à Tio, Hector Salamanca, incarné par Mark Margolis. Et s'il y avait un passif entre lui et Gus? Et si Gus vouait une profonde haine envers Hector? Mais quelle pouvait en être la raison? Moi j'en sais rien, j'ai pas vu la série. Mais s'ils ne veulent pas faire de plan sur la comète, ils ont cependant une idée assez précise concernant un événement majeur qui surviendra en fin de saison. Un événement qui est en réalité écrit sur l'une de leurs fameuses cartes depuis la saison 3 et qui consiste en 2 mots, Ding Boom. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Gilligan a également une image en tête, comme une vision, celle de Gus à genoux sur une serviette face à des toilettes et se faisant vomir. Pourquoi? Comment en arrive-t-on là? Voilà qui allait occuper l'équipe pendant des mois. Leur meilleur allié sur cette série, c'est le comportement humain. C'est ce qui constitue la base de leur narration organique. Les personnages doivent agir de façon logique et authentique. On doit croire en eux à un niveau émotionnel. Et au début de cette saison 4, 2 personnages en particulier vont leur donner du grain à moudre. Pour commencer, Jesse évidemment. À la toute fin de la saison 3, Jesse se trouvait obligé d'exécuter Gail Whittaker. Il était donc évident que cette action allait avoir de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Mais Gilligan ne veut pas tomber dans le cliché. Comme à son habitude, il préfère que les choses évoluent progressivement et que, dans un premier temps, la réaction de Jesse soit inattendue. C'est d'ailleurs un des mantras de Gilligan. Si vous doutez, faites ce à quoi le public ne s'attend pas. Mais ce parti pris de narration organique les amène parfois dans des situations inconfortables, notamment avec Hank. Privé de l'usage de ses jambes lors de la saison 3, le personnage se montre vite invivable vis-à-vis de sa femme Mary. Le problème étant que les auteurs n'aiment pas montrer Hank sous un mauvais jour. Mais cela n'a que peu d'importance. Ils doivent laisser l'histoire se dérouler comme elle le doit et pas comme ils le veulent. Les personnages doivent agir de façon cohérente avec eux-mêmes, mais aussi avec les situations dans lesquelles ils se trouvent plongés. Et parfois, cela signifie qu'un personnage aussi attachant que Hank devienne soudainement antipathique.
Mais c'est la vie en fait, la constance n'existe pas, on peut être bien luné le matin et faire la gueule l'après-midi par exemple. Mais les auteurs tiennent également à ce que Hank se rapproche petit à petit de son objectif et que Gus Fring soit dans son viseur. Ainsi, après 3 semaines de réflexion, il dispose d'un fil rouge, d'un semblant de conclusion et de quelques séquences clés. Ne restait plus qu'à trouver comment connecter tout ça. Et si de nombreux challenges narratifs les attendaient, ils disposeraient cette fois-ci d'un luxe qui leur avait fait défaut les années précédentes, le temps. Sur les saisons 2 et 3, ils n'avaient eu droit qu'à 3 ou 4 mois de brainstorming et d'écriture avant que la production ne débute à Albuquerque et que la course démarre pour livrer les scripts à temps. Mais cette fois-ci, l'équipe ne mettrait les premiers coups de manivelle qu'en janvier 2011, ce qui leur laissa pas moins de 6 mois pour travailler. Ça a complètement changé la donne, ils ont pu procrastiner beaucoup plus que d'habitude. Tel que prévu, en janvier 2011, toute l'équipe est de retour à Albuquerque après cette pause exceptionnellement longue. Et contrairement à la tradition instaurée depuis la saison 2, ce n'est pas Bryan Cranston qui réalisera le premier épisode de la saison, Box Cutter, écrit par Gilligan lui-même. Il s'agira d'Adam Bernstein, vétéran de la série, qui met ici en boîte son 7e épisode de la série. Et dès ce premier épisode, l'équipe fait face à de nombreux défis. Pour le teaser, ils doivent vider le décor du super labo, lui donnant l'air d'être en plein aménagement. L'équipe artistique dut par conséquent enlever du milieu tous les lourds instruments utilisés par Walt et Jesse pour synthétiser la meth, mais également refaire le sol pour éviter qu'il y ait la moindre rayure. Tout devait être comme neuf. Et ce teaser flashback voit David Costabile faire son retour dans le rôle de Gail Bettiker, petit ange parti trop tôt. Cet épisode marque également la première apparition de l'humoriste Lavelle Crawford dans le rôle de Huell, le garde du corps de Saul Goodman, qui doit son nom au présentateur américain Huell Hauser, apparemment apprécié par Gilligan. Et sur le décor du bureau de Saul, alors que l'équipe déplace des colonnes en polystyrène pour placer la caméra, Bernstein se dit qu'il serait drôle de voir Saul les bouger lui-même, histoire de souligner le côté très bon marché de ce décor. Et aussitôt dit, aussitôt fait. C'est cependant dans le super labo que prendra place l'essentiel de l'action de cet épisode, où l'on retrouve Jeremiah Bitsui, Jonathan Banks, Aaron Paul, Bryan Cranston et Giancarlo Esposito. Et Bryan Cranston va poser un petit problème d'ordre capillaire à l'équipe. En effet, ce dernier venait de se raser à blanc pour un rôle dans le film Contagion de Steven Soderbergh, et son bouc avait recommencé à pousser, mais pas assez pour être parfaitement raccord avec la fin de la saison précédente. Il est donc décidé de lui faire porter une fausse barbe. Sauf qu'une fausse barbe est conçue pour coller parfaitement sur de la peau, pas sur des poils. L'équipe du maquillage eut donc beaucoup de mal à la faire tenir, et il dut régulièrement intervenir entre les prises pour la recoller. Mais bon, comme vous devez vous en douter, c'était pas non plus le plus gros challenge de l'épisode. Dans Box Cutter, Walt et Jesse sont retenus par Mike et Victor dans le labo, attendant que Gus débarque pour leur faire payer la mort de Gail. Et l'entrée en scène de Gus aura ceci de particulier qu'elle sera exempte de dialogue de sa part, pour le plus grand plaisir d'Esposito, ravi à l'idée de tourner une séquence où il laissera simplement son corps et son regard s'exprimer. Étant donné l'économie de dialogue, le script de cet épisode était très court et laissait beaucoup de marge de manœuvre au réalisateur pour que l'aspect purement visuel prime sur le reste. Une fois Gus arrivé dans le labo, il enfile calmement une combinaison de nettoyage. Et Gilligan avait pris soin de préciser dans son script à quel point cette phase de préparation devait être lente et méticuleuse, de façon à faire naître l'attention. Avec cette page au compteur, elle constitue d'ailleurs un acte à elle toute seule, ce qui d'un côté est court pour un acte, mais d'un autre est plutôt long dans le sens où il ne s'agit que d'une seule scène. La suite, vous vous en rappelez forcément si vous avez vu l'épisode. Si vous avez pas vu l'épisode en question, attention spoiler hein. Gus exécute Victor d'un coup de cutter dans la carotide. Pour s'occuper de cet effet, c'est l'équipe de KNB, dirigée par Greg Nicotero, dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur The Mist, qui entre en scène. Pour Gilligan, si l'action en elle-même est bien évidemment violente, il était important de ne pas tomber dans le vulgaire torture porn. Le facteur choc devait primer sur le gore. De nombreux tests sont ainsi réalisés au sein de KNB, sur la prothèse que devra porter Jeremiah Bitsui, mais aussi sur la consistance et la couleur du sang, car le sol du labo est rouge et il faut que le sang puisse tout de même ressortir à l'image. Gilligan a d'ailleurs avoué que s'il avait su qu'une telle scène prendrait place dans le labo, il aurait donné au sol une couleur différente au moment de la conception du décor. La couleur du sol a d'ailleurs dicté le choix de la couleur du cutter utilisé par Gus. Il serait vert pour pouvoir contraster avec le sol. Ainsi, le jour J, Jeremiah Bitsui se voit affublé d'une prothèse au niveau du cou, que l'équipe des effets visuels devra effacer en post-production sur quelques images, faisant en sorte qu'elle ne se voit pas avant qu'il subisse le coup de cutter fatal. Et donc, au moment de tourner la scène en question, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils ont dû la refaire plusieurs fois et qu'il fallait donc nettoyer l'acteur et le décor entre chaque prise, ce qui nécessita par conséquent plusieurs heures de travail. Lors d'une de ces prises, du sang gicle sur le visage de Giancarlo Esposito, ce qui n'était pas du tout prévu, mais qui rendait plutôt bien visuellement. Ils durent donc prendre une décision. Est-ce que cette prise était la bonne? Si c'était le cas, il faudrait faire en sorte de maintenir la continuité dans les plans suivants, ce qui impliquait donc qu'Esposito conserverait ce sang sur son visage. L'équipe décida donc d'envoyer une photo du résultat à Gilligan, qui était dans la salle des auteurs de Burbank à ce moment-là, pour lui demander son avis. Il demanda à l'équipe ce qu'ils en pensaient, et la réponse fut unanime. C'était badass. La séquence était en boîte. Et pour la fin de l'épisode, l'équipe fit appel à la police scientifique d'Albuquerque pour obtenir le rendu le plus réaliste possible. Ce sont donc eux que l'on voit à l'écran dans le rôle de la police scientifique d'Albuquerque. L'épisode 2, 30th Snub, est quant à lui mis en scène par Michelle McLaren. Pour son teaser prenant place dans une chambre d'hôtel, McLaren demande à faire construire un décor, ce histoire d'avoir plus de latitude que dans une véritable chambre d'hôtel. Ces dernières étant généralement petites et donc peu enclines à accueillir les 10 à 15 personnes nécessaires pour tourner, sans compter les caméras et la lumière. Pour rester dans la thématique du décor, l'intérieur de la maison de Jesse sera également bâti en studio. S'ils avaient pris l'habitude de tourner au sein de la véritable maison louée dans un quartier résidentiel d'Albuquerque, ils doutaient que les proprios leur lassent faire tout ce qui était prévu lors de cette saison, à savoir une fête bondée qui tourne mal, étalée sur plusieurs épisodes. Tourner en studio offrirait donc plus de flexibilité à l'équipe, sans avoir à se soucier des dégâts occasionnés sur place.
Tournant en plein mois de février, ce qui n'était alors jamais arrivé, l'équipe doit faire face aux intempéries saisonnières, et c'est ainsi que le tournage se voit stopper le temps d'une journée à cause d'une tempête de neige. Pendant ce temps, McLaren tente de trouver une solution à un problème d'apparence plutôt banal, mais qui aura tout de même eu raison de l'équipe des effets spéciaux. À la fin de l'épisode, Jesse est censé s'asseoir contre une enceinte, dont les bases devaient pulser au maximum de leur puissance. Sauf qu'il ne pouvait pas réellement faire ça, car les tympans d'Aaron Paul n'auraient sans doute pas apprécié. Pour obtenir cet effet de pulsation, l'équipe des effets spéciaux se mit donc à l'œuvre, mais en vain. Et puis, McLaren décida d'aller demander directement au sein d'un magasin de sono d'Albuquerque, dont l'employé lui trouva immédiatement la solution. McLaren, ravi, l'embauche pour 3 heures le lendemain, et l'homme se ramène avec un CD contenant des pistes sans son qui ne consistent qu'en de très basses fréquences, utilisées par les professionnels pour tester le matériel. Problème réglé. L'épisode 3, Open House, est mis en scène par le Britannique David Slade, qu'on connaît déjà pour avoir signé rien de moins que le film de vampire 30 jours de nuit. Il s'agit là de sa première expérience pour la télé, et étant un grand fan de Breaking Bad, il était plus que ravi de pouvoir travailler dessus. Pour se préparer au mieux, le réalisateur étudie consciencieusement l'esthétique de la série, ce qui lui permettra d'adapter son style de mise en scène en conséquence. Par exemple, lors d'une séquence de dialogue entre Walt, Skyler et Sol, il décide de baser sa mise en scène sur des plans d'ensemble, en accord avec le style de la série, là où il aurait personnellement plutôt enchaîné les plans rapprochés sur chaque personnage. Après Lavelle Crawford dans l'épisode 1, cet épisode accueille un autre comédien de stand-up très apprécié aux USA, Bill Burr. Également grand fan de la série, il avait émis le souhait d'intégrer le casting dans une interview quelques temps plus tôt. Gilligan ne le connaissant pas, ses collègues lui ont montré ses sketchs dans la salle des auteurs, ce qui a d'ailleurs gaspillé pas mal de leur temps selon leur dire, et ils ont ensuite décidé de lui offrir ce rôle. Sur Bullet Points, l'épisode 4 mis en scène par Colin Buxey, le teaser va nécessiter à lui seul une importante logistique. Mike, incarné par Jonathan Banks, se trouve à l'intérieur d'un camion frigorifié de Los Pollos Hermanos qui tombe bien vite sous les balles de membres du cartel. Pour tourner cette séquence, l'intérieur du camion est bâti au sein des studios d'Albuquerque, et Banks sera emmitouflé dans une grande veste chaude et portera un bonnet et des bottes. Et sachant qu'il faisait assez chaud sur le plateau, autant dire que Banks n'aura pas passé sa meilleure journée de tournage. Et pour simuler l'air expiré dans cet environnement supposément glacé, l'équipe des effets spéciaux place de la glace carbonique dans une sorte de petite cage en plastique que Banks devra placer dans sa bouche. L'équipe des effets spéciaux devra ensuite se charger des impacts de balles sur le camion. Et pour ce faire, ils répartissent pas moins de 380 pétards sur le véhicule. Et étant donné que Mike n'en ressort pas totalement indemne, Banks devra passer chez K&B faire un moulage de son oreille, sur laquelle sera appliquée une prothèse le jour du tournage. Ce qui implique que Mike devra porter un pansement ou une fausse cicatrice sur son oreille pour tout le reste de la saison. On ne laisse rien au hasard. Dans cet épisode, Jesse subit un important changement capillaire. Aaron Paul pense en effet que son personnage devrait se raser le crâne, ce qui constitue d'après lui une étape logique faisant suite au traumatisme du meurtre de Gail. Il pitch l'idée à Gilligan, qui la trouve excellente. Jesse devient alors officiellement un badass de niveau supérieur. L'un des moments forts de cet épisode voit Skyler et Walt se préparer à révéler leur faux alibi à Hank lors d'un repas de famille. Il s'agit d'une longue scène de 13 pages où Skyler coache Walt pour qu'il soit crédible en tant que prétendu joueur de blackjack, juste avant qu'ils ne répètent leur speech tel des acteurs avec un scénario écrit par Skyler elle-même. Cette scène était une des plus longues de la série et nécessitait à elle seule toute une journée de travail. Heureusement, les deux acteurs étaient parfaitement préparés. Et le scénario de Skyler était un véritable document écrit par Moira Wally-Beckett, scénariste de l'épisode, qui leur concocta non pas un scénario parfait et professionnel, mais un document Word tel qu'aurait pu l'écrire Skyler. Le soin du détail est toujours omniprésent, de même que pour le fameux dossier du labo de Gail, sur lequel Mark Freeborn a longuement travaillé. L'épisode 5, Shotgun, est à nouveau mis en scène par Michelle McLaren, et le teaser va à nouveau demander toute une logistique. Il s'agit d'une séquence où Walt conduit de façon assez sportive en pleine ville. Dans le script, la scène est censée prendre place dans une zone commerciale, avec des restaurants et beaucoup de passants. Mais la réalité s'impose vite à l'équipe. Ils n'auront jamais le budget pour faire farmer une telle zone. Ils se rabattent alors sur une zone industrielle dont ils font farmer 5 pâtés de maison. L'équipe filmerait ces 5 rues en continu sur plusieurs points de vue différents, et la magie du montage prendrait ensuite le relais pour créer une illusion de trajet beaucoup plus long. Et si Bryan Cranston est un bon conducteur, c'est un pilote professionnel qui prend le relais sur cette séquence, qui, pour la petite anecdote, a l'habitude de doubler Bruce Willis. Un autre confrère chauve donc. Et les cascades en voiture ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils remettent ça pour la fin de l'épisode. Et cette fois-ci, il y a collision. Et pour réaliser cette cascade, ils embauchent le pilote cascadeur Laurence Chavez, qui la fout carrément à l'intérieur du siège conducteur tel un caméléon, ce qui lui permet de conduire à la place d'Aaron Paul sans pour autant prendre sa place sur le siège. Le cascadeur a alors une vision très limitée. Ne pouvant pas tourner sa tête, il ne peut voir que les rétroviseurs gauche et central, et doit par conséquent être extrêmement précis. Mais il le sera, car c'est un vrai professionnel. À la barre en tant que chef opérateur, Nelson Craig, qui remplace Michael Slovis, ce dernier étant alors en pleine préparation de son épisode Cornered. Et comment ça se passe quand c'est le directeur photo qui réalise? Bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Slovis est quelqu'un de particulièrement sympathique, comme la majorité des gens qui bossent sur la série d'ailleurs, Gilligan tenant à ce que l'ambiance de travail soit la plus familiale possible. Par conséquent, quand Slovis réalise, il ne cherche pas à empiéter sur les plates-bandes du directeur photo venu le remplacer. Nelson Craig dispose donc d'une grande latitude pour gérer l'aspect lumière. Tout ce qui est placement de caméra résultera cependant d'un travail collaboratif entre lui et Slovis. Slovis aura d'ailleurs l'idée d'un plan original. Il décide de placer un Canon 5D au bout d'une pelle pour un résultat parfaitement en accord avec le style visuel déviant de la série. Dans cet épisode, un face-à-face a lieu entre Walt et Bogdan, le gérant de la station de lavage et donc ancien patron de Walt.
Le physicien Marius Stan a d'ailleurs repris son rôle dès l'épisode 2 de cette saison pour son plus grand plaisir. Et si dans la première saison la station était un décor réel, cette fois-ci, il fut décidé d'en bâtir l'intérieur en studio. Généralement, lorsque l'équipe doit se rendre plus de 3 fois au même endroit sur une même saison, il est alors plus intéressant d'en construire le décor en studio, parce que partir tourner en extérieur, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher que parfois, ils font des petites combines pour réduire au maximum les coûts. Et ce sera d'ailleurs le cas pour une séquence prenant place aux Four Corners, point géographique où convergent le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Utah et le Colorado. Bon déjà, il leur faut obtenir l'autorisation d'y tourner auprès des propriétaires des lieux, des natifs américains qui refusent de conclure quoi que ce soit par téléphone. Ils doivent donc faire environ 6h30 de route depuis Albuquerque pour obtenir cette autorisation. Et pour tourner la séquence en question, il est décidé d'envoyer sur place l'équipe la plus réduite possible. Heureusement, il s'agit d'une scène relativement simple, ne mettant en scène qu'Anna Gunn. Ce ne sera cependant pas l'actrice qui ira sur place, mais une doublure. En réalité, ils ne tourneront que des plans larges sur place, et tous les plans rapprochés avec Skyler seront tournés avec Anna Gunn sur le parking des studios d'Albuquerque. Dans cet épisode, Walt achète une voiture à son fils, et pas n'importe quelle voiture. L'équipe contacte ainsi la marque Dodge, avec laquelle ils se mettent d'accord sur un placement de produit, ce qui les aide ainsi à rester dans les clous niveau budget. Pour leur plus grand plaisir, la marque leur laisse une grande marge de manœuvre, là où parfois elles peuvent se montrer très intrusives, demandant à ce que leur produit soit filmé de telle ou telle manière pour être le mieux mis en valeur possible. Sur le 7e épisode, Problem Dog, Peter Gould passe pour la première fois derrière la caméra sur la série. Il en avait envie depuis longtemps et demanda donc à Gilligan s'il pourrait en avoir l'opportunité sur cette saison dès qu'elle fut confirmée par AMC. Dans le teaser, on peut voir Jesse jouer au jeu vidéo Rage développé par id Software, dont on a parlé dans ma vidéo sur Doom. C'est fou comme tout se rejoint. Gould travailla donc avec l'équipe de développeurs pour adapter la séquence de jeu à la scène en question, et l'équipe y intégra même un easter egg. Alors il faut pas cligner des yeux, mais juste là, on peut voir écrit Gale à l'envers, un ajout particulièrement bien pensé. Et lorsque le jeu sortit quelques mois plus tard en octobre 2011, on pouvait y trouver un autre easter egg incorporé par l'équipe, le fameux grill de Tuco. Bon, le jeu vidéo c'est fait, maintenant on va faire péter la Dodge. Pour cette séquence, ils utilisent 3 voitures différentes. Une conduite par Walt, une autre qu'il va planter dans le décor, et une dernière qui va effectivement exploser. Avant de procéder, l'équipe va cependant la vider pour revendre les pièces, amortissant ainsi les coûts de production. Et il n'y a pas de petites économies. Mais parfois, les économies peuvent engendrer de petits problèmes. Ce fut le cas lorsque l'équipe dut tourner une scène prenant place dans un bureau de la DEA. On se rappelle, dans les saisons précédentes, un bâtiment du centre-ville d'Albuquerque avait été investi par l'équipe et aménagé par Mark Freeborn pour servir de décor au QG de la DEA. Sauf que suite aux événements de la saison précédente, où Hank se voyait mis à pied puis lourdement blessé, ils avaient supposé que le décor ne leur servirait plus dans l'immédiat, et s'étaient donc séparés du bâtiment pour faire des économies. Et pour tourner cette fameuse séquence, il leur fut impossible de revenir sur place. Ils furent donc obligés de trouver un bâtiment à proximité qui offre une vue similaire sur le centre-ville. Et les ennuis continuent. Lors de la préparation du tournage de cet épisode, l'équipe apprend que la ferme avicole qu'ils utilisent habituellement pour représenter celle de Gus est en passe d'être détruite. Purement et simplement. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il leur fallut donc négocier d'urgence un accord avec la compagnie de démolition pour qu'il leur laisse au moins 3 bâtiments le jour du tournage. Et ce fut le cas. Au-delà de ces fameux 3 bâtiments, tout était détruit. Pour Hermanos, l'épisode 8, le réalisateur suédois Johan Renck fait son retour et met en boîte ce qui deviendra l'une des scènes les plus iconiques de la série. Il s'agit d'un flashback avec Gus, Hector Salamanca, Juan Bolsa et le grand Manitou du cartel, Don Eladio. Pour l'incarner, c'est Steven Bauer qui est engagé, un acteur très apprécié par Gilligan et qui était également apparu dans Scarface. Ce fut donc comme une petite réunion d'anciens de Scarface entre lui et Mark Margolis, pour le plus grand bonheur de Gilligan. Si les personnages ne se réfèrent à lui que sous le titre Don Eladio, le chef du cartel s'appelle en réalité Eladio Buente, soit quasiment le même nom à une lettre près qu'un personnage de X-Files nommé Eladio Buente et incarné par nul autre que Raymond Krause. C'est fou, non? Eh ouais. Ce flashback, c'est l'occasion d'en apprendre beaucoup sur le passé de Gus, mais aussi sur l'organisation du cartel de manière générale. Et les auteurs firent bien attention à ne jamais nommer expressément l'organisation criminelle. Ils durent faire en sorte que tout soit fictif, et que rien ne puisse être lié à une personne ou à une organisation criminelle, car cela aurait pu mettre leur vie en danger. Ouais, parce que le big boss du cartel, c'est pas Jojo la déconne. Mais Don Eladio n'est pas le seul personnage à faire son apparition dans cette scène. On y découvre également le personnage de Max. Partenaire et probablement de Gus, il est l'un des 2 hermanos de Los Pollos Hermanos, l'autre étant bien évidemment Gus Fring. Et le nom de Max n'est autre qu'Arciniega. Max Arciniega. Ça vous rappelle rien? Il s'agit de l'acteur qui prêtait ses traits à Crazy 8 dans la première saison et auquel Gilligan voulait rendre un petit hommage. Ils lui demandèrent cependant son autorisation et ce dernier accepta avec joie. Le jour du tournage, la scène prenant place 20 ans avant les événements de Breaking Bad, les acteurs passent par une petite session maquillage pour être rajeunis en conséquence. La scène sera tournée sur 2 journées en extérieur et elle sera compliquée à mettre en boîte étant donné que le soleil bougeait constamment et qu'il était par conséquent impossible d'obtenir une vraie continuité en termes de lumière. Esposito aura également un peu de mal à suivre ses compagnons de jeu, la scène étant intégralement jouée en espagnol et celui-ci apprenant toujours ses répliques phonétiquement. Sur les 5 acteurs présents, Margolis et lui étaient les seuls à ne pas parler espagnol. L'épisode 9, Bug, est réalisé par Terry McDonough et il s'agit du dernier épisode où l'équipe a pu tourner au sein de la ferme avicole. Ils ont négocié jusqu'au bout pour pouvoir y tourner une journée, la dernière avant la destruction des derniers bâtiments. Repose en paix, ferme avicole, puissent les chicken wings te mener au paradis.
Sur la saison 2, Thomas Golubic avait dû négocier les droits de la chanson Joyeux Anniversaire, chantée par Skyler à son patron Ted Benecke. Ici, il allait devoir faire la même chose pour Eye of the Tiger, fredonné par Hank. Résultat des courses, 15 000 $. Ça coûte cher de massacrer une chanson. En fin d'épisode, Walt et Jesse se disputent violemment et en viennent aux mains. La scène sera d'abord chorégraphiée par des cascadeurs qui la tourneront de leur côté pour pouvoir donner aux acteurs une idée précise de ce qu'ils devaient accomplir. Le combat devait être brouillon et désordonné, nous faisant comprendre que ces deux hommes n'ont pas l'habitude de se battre. Et cette journée fut particulièrement épuisante pour Cranston et Paul, qui devaient répéter encore et encore les mêmes mouvements avec la même énergie et la même intensité. Arrive ensuite logiquement le tournage de l'épisode 10, Salud, à nouveau mis en scène par Michelle McLaren, qui talonne ainsi Adam Bernstein avec cet épisode au compteur. Pour le teaser, l'équipe parvient à louer un avion grâce à leur coordinateur de vol Steve Stafford, que Gilligan a connu sur X-Files et qui est devenu son prof de pilotage. C'est donc un ami de Stafford qui lui loue l'avion, qui devait avoir de grosses roues et être capable d'atterrir sur un terrain irrégulier. Et ce sera Stafford lui-même qui le pilotera. Sauf que le jour du tournage, le vent se lève. Les séquences censées prendre place à l'intérieur de l'avion doivent par conséquent être filmées autrement, car Stafford refuse de voler dans ces conditions. Pour le plus grand plaisir de Jonathan Banks, qui n'avait pas du tout envie de monter dans cet avion. L'équipe dut donc trouver une solution d'urgence, et il fut ainsi décidé de tourner ses plans sur la terre ferme au sein de l'aéroport d'Albuquerque. Ils durent donc faire en sorte de simuler les conditions de vol, en travaillant la lumière en conséquence, et en demandant aux acteurs de légèrement bouger, en accord avec les supposés mouvements de l'avion. Jesse, Mike et Gus vont ensuite visiter un labo de maîtres mexicains appartenant au cartel. Le décor fut ainsi spécialement créé par Mark Freeborn au sein d'une centrale désaffectée, même s'il ne servirait que pour une seule journée de tournage. Une chose qu'ils évitent généralement, car concevoir un décor si vaste pour si peu de présence à l'écran, c'est un peu comme jeter l'argent par les fenêtres. Mais Gilligan estimant qu'il était capital pour le déroulement de l'histoire, ils firent une exception. Une séquence ambitieuse est ensuite tournée avec Steven Bauer et de nombreux figurants, marquant les retrouvailles entre Don Eladio et Gus Fring, et où ce dernier empoisonne le cartel avec une bouteille de tequila. Et étant donné qu'aucune marque de tequila ne les aurait laissé utiliser leur image pour une telle scène, l'équipe dut en créer une, avec une bouteille de forme particulière et un bouchon dessiné par Gilligan lui-même. Un bouchon dangereux d'ailleurs, car Bauer s'entaillera le doigt sur ses épines. Cet épisode était donc particulièrement ambitieux. Si ambitieux qu'ils furent obligés de faire quelque chose qu'ils ne s'étaient jusqu'alors jamais permis. Ils assemblèrent une seconde équipe pour un 9e jour de tournage. Michelle McLaren fut ainsi en mesure de mettre en boîte l'atterrissage et le décollage, cependant que l'équipe principale entamait le tournage de Crawl Space, réalisé par Scott Winant. Et ici, la ferme avicole est censée faire son retour, observé à distance par Hank et Walt. Sauf que, bah non. Fini la ferme avicole. La scène fut donc mise en boîte grâce à un fond vert, et l'équipe utilisa des plans tournés dans l'urgence quelques semaines plus tôt, dès qu'ils apprèrent pour la destruction des lieux. Pour la fin de l'épisode, Scott Winant a l'idée d'un plan a priori impossible, où la caméra démarrait un mouvement ascendant depuis Walt dans le sous-sol de sa maison, passerait par la trappe d'accès et remonterait jusqu'au plafond. Normalement, il leur faudrait une grue pour mettre en boîte un plan pareil, mais ils n'ont pas le temps. Ils doivent donc trouver un autre moyen. Ainsi, ils parviennent au résultat voulu en attachant la caméra à un système de treuil. Le problème étant que le plan n'est absolument pas stable. Il tente alors de le stabiliser en post-production, mais le résultat est loin d'être satisfaisant. Il décide finalement de le garder tel quel, estimant que cette instabilité et ses à-coups étaient en accord avec la tension générale de la scène. Une scène où un Walt désespéré et en pleine crise de nerfs se met à rire hystériquement. Il s'agit d'ailleurs là de la seule et unique fois où les auteurs eurent peur d'en demander trop à Cranston. Il devait passer de la nervosité à la peur jusqu'à cette crise de rire terrifiante, et Gilligan était nerveux à l'idée de demander à son acteur d'offrir une telle performance. Mais Cranston l'a fait. Et tout le monde a frissonné. Ne resta alors plus qu'à mettre en boîte les deux derniers épisodes, tous deux réalisés par Vince Gilligan et tournés en même temps de façon à optimiser le plan de travail. Par exemple, l'hôpital allait servir de décor dans les deux épisodes. Ils eurent donc la possibilité d'y tourner toutes les séquences d'un coup plutôt que de diviser le plan de travail par épisode et devoir y revenir 8 jours plus tard. Pendant ces 16 jours de tournage, Gilligan n'allait pas chômer et beaucoup de défis complexes allaient devoir être relevés. Mais étonnamment, la scène qui allait lui poser le plus de problèmes fut un simple face-à-face agressif entre Walt et Jesse. Le showrunner avait l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas parvenir à capturer cette scène de la bonne manière. Il a donc beaucoup expérimenté avec ses acteurs, tentant des nuances différentes à chaque prise pour être sûr d'avoir le choix au montage. Cette scène fut tellement difficile à obtenir pour Gilligan qu'elle demanda à elle seule toute une journée de tournage, alors que l'équipe était censée enchaîner sur une autre scène juste après. Une scène que Gilligan décida donc de couper. En tant que showrunner, il peut se le permettre. L'équipe doit ensuite poser ses caméras sur le toit d'un bâtiment du centre-ville d'Albuquerque. Le problème étant que le bâtiment en question ne disposait pas d'un ascenseur. Ils avaient donc 5 étages à monter à pied avec tout leur équipement. Ouais, merci encore Vince. Dans l'épisode 13, Gilligan offre une petite apparition à sa mère. Elle incarnera Becky, la voisine de Walt que ce dernier envoie au casse-pipe à sa place. Mais t'as pas honte Vince? Et puis, alors que la fin de tournage approche, il s'apprête à tourner une séquence capitale, le fameux Ding Boom. Cela faisait désormais plus d'un an que Gilligan avait eu cette idée qui voyait Tio déclencher une bombe avec sa fameuse cloche. Et lorsque ses auteurs et lui commencèrent à travailler sur la saison 4, ils décidèrent rapidement que cette bombe occasionnerait la mort de Gus. Sauf que Gilligan voulait aller un peu plus loin. Il fut en effet inspiré par une histoire vraie, celle du scientifique américain Jack Parsons, qui mourut suite à d'importantes blessures causées par une violente explosion. L'explosion en question avait en effet détruit la moitié de son visage, mais il parvint néanmoins à survivre quelques minutes avant de trépasser. Et c'est exactement ce que Gilligan avait en tête pour Gus. Ce qui signifiait que l'équipe de KNB allait à nouveau devoir faire des miracles. Pour commencer, ils firent des essais sur Photoshop pour trouver le bon design de la tête de Gus post-explosion, et cela leur prit pas mal de temps, car Gilligan et ses auteurs étaient particulièrement pointilleux. Ceci
fait, ils firent un moulage de la tête de Giancarlo Esposito et un buste en argile, le rendu 3D étant toujours plus parlant qu'un Photoshop. Une fois le buste validé, KNB put donc passer à l'étape suivante, à savoir créer la prothèse qu'Esposito porterait le jour du tournage. Ainsi, le 19 juin 2011, toute l'équipe s'apprête à mettre en boîte ce plan complexe au sein d'une clinique abandonnée spécialement réaménagée pour l'occasion. Et pendant que Giancarlo Esposito passe par une session maquillage de 4h30, l'équipe déco apporte la touche finale au décor de la chambre d'Hector post-explosion, et l'équipe des effets spéciaux prépare l'explosion elle-même qui fera sortir la porte de ses gonds et détruira une partie du plafond. Pour obtenir ce résultat, ils utilisent des bonbonnes de gaz sous pression. Il n'y aura pas de feu pour des raisons de sécurité, mais simplement un souffle particulièrement puissant. L'équipe doit cependant soigner le moindre détail et tout anticiper pour éviter le moindre risque. Où la porte va-t-elle finir sa course? Comment va-t-elle s'envoler? Pendant ce temps, Esposito voit petit à petit son visage se désagréger et l'acteur se trouve particulièrement décontenancé par le résultat, trouvant l'expérience quasi surréaliste. Par-dessus la prothèse, on applique des points qui serviront de repère à l'équipe des effets visuels pour que cette dernière puisse prendre le relais en post-production et ajouter plus de détails et d'effets gore. Une fois tout le monde prêt, le tournage à proprement parler peut commencer et c'est un Vince Gilligan particulièrement nerveux qui crée action. Et tel que prévu, ce sera pas une mince affaire. Pour Slovis, il s'agissait alors du plan le plus complexe sur lequel il ait jamais travaillé. Dans un premier temps, il filme simplement l'explosion en plan fixe. Ensuite, Esposito sort de la chambre et la caméra entame son mouvement en dolly jusqu'à lui, qui s'effondre après quelques instants. En soi, ce n'est pas vraiment compliqué. Mais Gilligan avait une vision très précise qu'il tenait à respecter et se montra donc particulièrement difficile et exigeant. Tout devait être parfait en termes de timing. La sortie de Gus, la fumée, l'arrivée des infirmières, la façon dont il ajuste sa cravate, en tout, c'est pas moins de 19 prises qui seront nécessaires pour obtenir ce que Gilligan avait en tête. Et c'est ainsi que le tournage de cette saison 4 prit fin et que Giancarlo Esposito dit adieu à ce personnage de Gus Fring avec tristesse, mais ayant néanmoins la satisfaction d'avoir accompli ce qu'il avait à accomplir. Si cette saison nous permet d'apprendre des choses concernant le passé de Gus, le personnage reste particulièrement mystérieux. Les auteurs avaient bien un semblant de biographie en tête, mais ils ont décidé de garder ça pour eux. La seule chose que Gilligan a révélé, c'est qu'avant de débarquer au Nouveau-Mexique, Gus travaillait pour Pinochet au sein d'un labo clandestin où était conçu ce qu'ils appelaient la cocaïne noire, drogue rendue indétectable via divers procédés. Et si les auteurs ont évité de trop en dire sur le personnage, c'est parce que Gilligan aime le mystère. Sa philosophie, moins on en sait, plus c'est intéressant. Après la traditionnelle fête de fin de tournage où Cranston et Paul sortent leur plus beau déguisement, l'équipe de post-prod prend le relais sur les derniers épisodes. Kelly Dixon et Skip McDonald sont à nouveau à l'œuvre sur le montage, et Dave Porter et Thomas Golubic sur la musique. Concernant la fameuse séquence de la mort de Gus, Kelly Dixon fait un test. Elle mélange les 19 prises entre elles, attendant de voir laquelle Gilligan va choisir. Mais il choisit néanmoins la 19e. Contrairement à d'habitude, AMC décida de diffuser la série au mois de juillet, estimant que la période estivale était plus propice au succès. Ainsi, Breaking Bad fit son retour sur les écrans le 17 juillet 2011. Et ça a étonnamment bien marché. Est-ce à cause du cliffhanger de fin de saison 3 ou de la longue pause d'entre deux saisons? Toujours est-il que ce premier épisode attira pas moins de 2,58 millions de téléspectateurs, soit un véritable carton à l'échelle de la série. Le reste des épisodes eut cependant un succès plus mesuré, oscillant entre 1,55 et 1,98 millions, et le final réunit 1,90 millions de téléspectateurs. Mais toujours est-il que la saison 4 avait profité d'une augmentation d'audience de 24%, ce qui était loin d'être négligeable. Et la série reçut à nouveau des éloges de la part de la critique et des nominations aux Emmy Awards dans la catégorie meilleure série dramatique, meilleur réalisateur pour Vince Gilligan pour l'épisode Face Off, meilleur acteur pour Bryan Cranston, meilleur acteur secondaire pour Aaron Paul et Giancarlo Esposito, meilleure actrice secondaire pour Anna Gunn et meilleur acteur invité pour Mark Margolis. Mais cette année, seul Aaron Paul fut récompensé. Alors que franchement, tout le monde méritait. À la fin de la saison 3, Walt et Jesse commettaient l'irréparable pour éviter d'être tués par les hommes de leur employeur, le baron de la drogue Gus Fring. Au pied du mur, ils furent obligés de tuer le chimiste Gale, se rendant par conséquent indispensable. Une stratégie qui leur aura fait gagner du temps, mais ne les aura pas rendus intouchables pour autant, car il était évident que Gus ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Et Walt n'étant bien évidemment pas décidé à se laisser faire, restait donc à voir qui abattrait qui en premier. La saison 4, c'est la saison des conflits. Après avoir passé toute une saison à obéir passivement à Gus Fring, Walt doit désormais passer à l'action pour espérer survivre à ce dernier. Il s'agit là de sa seule et unique obsession, tuer Gus. Sauf que la réalité s'impose bien vite à lui, car son adversaire est un stratège brillant qui ne lui laissera par conséquent jamais l'opportunité de l'atteindre. Mais si le conflit Walt-Gus reste le fil conducteur principal de cette 4e saison, il est loin d'en être le seul et unique, chaque personnage devant mener son propre combat. Jesse par exemple en mènera deux. Le premier, c'est un conflit interne lié à la culpabilité d'avoir tué Gale. Loin d'être un méchant, Jesse reste l'un des personnages dotés du plus grand degré d'humanité dans la série. Tuer Gale ne pouvait donc pas occasionner chez lui autre chose qu'un profond traumatisme. Et pourtant, dans le premier épisode, sa réaction est surprenante. Après avoir passé plusieurs heures sans dire un mot, quand Walt finit par lui demander comment il se sent, il ne laisse rien paraître, si ce n'est un étonnant détachement. Jesse aurait-il perdu cette
cette bonté qui le caractérisait jusqu'alors? Non. Il s'agit là d'un simple tour de passe-passe de la part des auteurs. Voir Jesse s'effondrer en pleurant aurait été trop simple, et c'est petit à petit que l'on se rendra compte que le personnage est profondément perturbé par ce meurtre. Ne supportant pas la solitude, Jesse décide d'organiser une fête chez lui, laissant la foule et la musique occuper tout l'espace. La maison de Jesse devenant alors une sorte de représentation de son esprit. L'espace devient tellement occupé qu'il ne laisse aucune place aux pensées négatives. Sauf que les choses finissent par dégénérer, la fête virant petit à petit au squat de junkies. La lumière laisse place à l'obscurité, la danse laisse place au pire débauche, et la musique de fête laisse place à des morceaux bien plus sinistres. Mention spéciale à Fever Ray. C'est donc une véritable descente aux enfers que vit Jesse en début de saison, incapable d'outrepasser ce sentiment de profonde culpabilité qui ronge son esprit, se répandant jusque sur les murs de sa maison. De plus en plus torturé et détaché, le personnage semble partir dans une quête autodestructrice qui ne prendra fin que grâce à l'intervention de Gus, qui décide d'offrir à Jesse de nouvelles responsabilités. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, Gus est avant toute chose un fin stratège qui n'agit pas par compassion, mais pour protéger ses intérêts. En l'occurrence, ce qu'il veut, c'est semer la discorde entre Walt et Jesse. Ensemble, Walt et Jesse sont intouchables. Trop loyaux l'un envers l'autre, ils n'accepteraient pas que quoi que ce soit arrive à leur partenaire. Mais si Gus parvenait à les retourner l'un contre l'autre, il réglerait le problème, utiliserait la loyauté de Jesse à son avantage, faisant de lui un chimiste et un homme de main fiable, et pourrait alors se débarrasser de cette bombe à retardement appelée Walter White. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Dans cette 4e saison, Walt laisse sortir Heisenberg. Il ne peut plus se permettre de réfréner sa nature criminelle. Il doit l'embrasser. C'est une question de survie. Mais c'est aussi comme toujours une question d'ego. Walt est-il seulement capable de suivre les règles de Gus, de respecter son autorité? Ce conflit, il ne résulte pas uniquement d'une question de vie ou de mort. Walt refuse d'être subordonné à qui que ce soit. On le sait, son principal moteur, c'est son désir de contrôle. Ce qu'il veut en vérité, c'est être au sommet de la pyramide. Who's in charge? Me. That's how I live my life. Toujours aussi orgueilleux, Walt aime à penser qu'il est le meilleur. Il est donc évident que ce bras de fer avec Gus est symbolique. Il s'agit pour lui de prendre la place de celui qu'il considère comme son rival. Le truc c'est que, pour Gus, Walt, c'est juste un contretemps. Un caillou dans sa chaussure, une vulgaire mouche. Et Gus n'étant pas Walt, la mouche, elle va pas l'obnubiler. Car Gus a d'autres chats à fouetter. Et pas des moindres. En bisbille avec le cartel depuis la saison 3, Gus subit des attaques répétées qui mettent à mal son trafic. Alors autant dire que le petit Walter White capricieux n'est pas du tout en haut de sa liste des priorités. Loin de là. L'objectif de Gus, au-delà du contrôle absolu sur le trafic de meth, c'est la vengeance. C'est ce que l'on apprend dans l'épisode Almanos, qui nous offre un aperçu de l'homme derrière le masque. On est alors témoin du meurtre de son partenaire Max Arciniega par Hector Salamanca 20 ans plus tôt. Depuis lors, son seul et unique but fut de gagner la confiance du cartel pour mieux pouvoir le renverser. Et c'est ce qui finit par arriver dans cette saison. Gus atteint rien de moins que l'objectif d'une vie. Autant dire que si Walter aimerait sans doute croire qu'il hante les nuits de Gus, ce n'est clairement pas le cas, ce qui le vexerait probablement. This whole thing, all of this, it's all about me. Tellement pas. L'ego du personnage atteint des sommets dans cette saison. Cela va tellement loin en réalité que Walt finit par se mettre en danger à cause de cet excès d'orgueil. Hank, son beau-frère, entre en possession des notes de Gale concernant le super labo, et il en déduit logiquement que Gale n'est autre que le fameux Heisenberg qu'il pourchasse depuis des mois. Parfait, au moins il va arrêter de chercher. Ouais, bah non, car voir un autre que lui récolter le mérite de son dur labeur heurte profondément la fierté de Walt. Pourquoi Gale serait-il considéré comme un génie alors qu'il n'a fait que suivre un modèle instauré par Walt? This genius of yours. Maybe he's still out there. Et c'est ainsi que Hank revient dans la course et que la partie d'échecs entre Walt et Gus accueille un nouveau joueur. Car il faudra peu de temps à Hank pour faire le lien entre Gus et l'affaire Gale Bettiker, ce qui mettra Walt dans une position particulièrement délicate, son beau-frère lui demandant systématiquement de l'accompagner dans ses virées à la recherche de preuves pouvant incriminer Gus. Et par conséquent lui-même. Walt fera cependant son possible pour tirer avantage de cette situation, faisant en sorte que les hommes de Gus aient toujours un coup d'avance sur Hank. Keep your friends close, but your enemies closer. Si cette phrase fait alors référence au rapport entretenu par Gus avec la DEA, il est ironique de constater que Hank en est lui-même victime, son beau-frère faisant son possible pour rester au premier rang de son enquête. Cette expression pourrait d'ailleurs résumer la saison tout entière, Gus adoptant la même stratégie avec le cartel et surtout avec Jesse. Car Gus voit son plan se dérouler comme il l'avait prévu. Jesse se montre particulièrement efficace dans son nouveau travail, développe une relation de confiance avec Mike qui le prend sous son aile, et tout ceci est évidemment vu d'un très mauvais œil par Walt, qui sait que ses jours sont comptés et que son seul allié est en train de passer à l'ennemi. Mais bien vite, Walt voit en Jesse une opportunité d'atteindre Gus, qu'il saisit au vol en chargeant Jesse de l'empoisonner. Mais lorsque Walt se rend compte que son partenaire n'a aucunement l'intention de passer à l'action, les choses dégénèrent. Serait-ce la saison de la rupture pour Walt et Jesse? Cela en a tout l'air, les deux personnages étant de plus en plus différents l'un de l'autre. Il suffit de mettre en parallèle leur rapport à la culpabilité pour se rendre compte de cette opposition. Si Walter semble fier de ses actes, raison pour laquelle il remet Hank en selle à la recherche du vrai Heisenberg, Jesse est quant à lui purement et simplement traumatisé par les siens. Et c'est lors d'une réunion des narcotiques anonymes qu'il pourra pleinement exprimer ce mal-être qui l'habite, prétendant avoir tué un chien quelques semaines plus tôt, Gale, et reconnaissant avoir cherché à vendre de la meth à tous ses anciens toxicomanes. You okay with that? You accept? No. About time.
Là où Walt veut que ses exploits soient reconnus, Jesse, lui, veut être confronté à sa culpabilité. Il veut être jugé et puni. Les deux personnages pourraient donc difficilement être plus différents. Et lorsque Jesse finit par s'émanciper de lui, trouvant en Mike un allié infiniment plus bienveillant que le toxique Walter, cela semble marquer un point de rupture définitif entre les deux partenaires. Isolé, sans soutien, et sachant que Hank découvrira bien vite le super labo, Walt voit ainsi son monde s'effondrer petit à petit sous ses yeux. Been out of commission 4 days. Think we're gonna shut down the whole operation? Just for you? Celui qui gravit les échelons dans cette saison, c'est Jesse. C'est lui qui est au cœur de l'action. C'est lui qui parle au cartel et qui le combat. Pendant ce temps, Walt, lui, est plus bas que terre. Il est purement et simplement pathétique. Un moment de faiblesse qui nous offre une scène touchante entre Walt et son fils Walter Jr., permettant à Urge Mighty de briller comme rarement dans la série, le personnage restant plutôt secondaire, voire tertiaire. Loin de se morfondre, le fils prend soin de son père, et Walt, ensuqué après avoir mélangé l'alcool et les médicaments, le remercie bien maladroitement. S'il ne fait aucun doute que Walt Jr. aime profondément son père, Walter semble pourtant lui préférer son fils de cœur. Et de son côté, si Jesse ne veut plus rien avoir à faire avec Walt, il continue pourtant de lui être loyal, s'opposant à Gus dès lors que celui-ci sous-entend qu'il doit le tuer. Then you've got a problem. Gus décide donc de laisser une dernière chance à Walter. Ce dernier devra faire profil bas et ne plus jamais entrer en contact avec Jesse. En échange, Walt gardera la vie sauve. Mais Hank, lui, devra mourir car il devient beaucoup trop dangereux pour les activités de Gus. Et si Walter intervient, c'est non seulement lui, mais aussi toute sa famille qui sera exécutée. La menace est désormais concrète, la famille de Walt est en danger. Étant donné qu'il est hors de question qu'il laisse quoi que ce soit arriver à son beau-frère, Walt n'a alors qu'une seule solution, mettre sa famille à l'abri en faisant appel à un contact de Saul Goodman qui leur fournira de nouvelles identités. Mais pour ça, il faudra y mettre le prix. Et c'est ça qui va poser problème. Dans cette saison, Skyler finit par s'enfoncer dans le mensonge aux côtés de Walt, ce qui ravive l'étincelle entre eux. Elle s'implique corps et âme dans cette nouvelle vie, gérant la station de lavage et blanchissant l'argent de Walt, mais s'assurant surtout que leur histoire soit irréprochable. Auteur frustré qui n'est jamais parvenu à vendre ses nouvelles, son chef-d'œuvre d'écriture deviendra leur alibi, dont elle aura soigné jusqu'au moindre détail. Ainsi, lorsque Walt commet le moindre faux pas susceptible de mettre à mal leur parfait alibi, elle se trouve obligée d'intervenir. Ce qui sera notamment le cas lorsque Walt achètera une voiture hors de prix à son fils, une voiture que leur situation financière officielle ne leur permettrait absolument pas d'acquérir. Il faudra donc rendre cette voiture et ce sera à nouveau à Skyler d'endosser le mauvais rôle. Once again, he'll blame his bitch mother for taking away what his loving father has given him, so thanks for that. Skyler est donc la gardienne des apparences, faisant son possible pour que sa famille reste soudée et survive à cette épreuve. Someone has to protect this family from the man who protects this family. Mais lorsque son ancien patron et amant Ted Beneki réapparaît et apporte de mauvaises nouvelles avec lui, étant accusé à raison de fraude fiscale, Skyler se trouve alors dans une position plus que délicate. Ayant elle-même tenu les comptes de l'entreprise de Ted, cette affaire risque d'attirer l'attention du fisc sur elle, chose qu'elle ne peut bien évidemment pas permettre. Ainsi, après avoir évité le pire à Ted en sauvant à nouveau les apparences, se faisant passer pour une ravissante idiote auprès du fisc, Skyler se trouve obligée de prendre une décision radicale. Donner elle-même l'argent à Ted pour qu'il soit en mesure de payer sa dette. Autrement dit, elle sauve sa famille. Mais d'un autre côté, cet argent était exactement ce dont Walt avait besoin pour les mettre à l'abri de Gus Fring. On entre alors dans la phase finale de cette partie d'échecs opposant deux personnages fascinants, si similaires et pourtant si différents. Gus et Walt sont deux hommes brillants, obsédés par le contrôle et qui font leur possible pour agir de façon professionnelle et en suivant les règles. Mais pas n'importe quelles règles, leurs règles. C'est pourquoi il était tout simplement impossible pour eux de travailler ensemble. Le conflit était inévitable. Ce qui va également les différencier, c'est leur façon d'aborder leur vie criminelle. Walt est un menteur compulsif qui se donne des raisons très pragmatiques de faire ce qu'il fait, protéger sa famille. En réalité, il se ment à lui-même, refusant d'assumer qu'il aime ce quotidien. En face de lui, Gus assume totalement sa position de baron de la drogue, le moindre de ses actes participant à étendre son empire et à se rapprocher de son objectif. En écrivant ce face-à-face entre Gus et Walt, les auteurs mirent un point d'honneur à ce que les deux personnages restent les plus intelligents possibles. Il ne fallait pas que Gus devienne soudainement bête et négligent, laissant tout un boulevard à Walt pour le battre. En réalité, il suffisait d'une simple erreur. Une erreur liée à une faiblesse, à un trait de caractère précédemment établi. La faiblesse de Walt, c'est bien évidemment sa fierté, une faiblesse qui l'amène à pousser Hank à enquêter sur lui. Quant à la faiblesse de Gus, il s'agit de sa haine d'Hector Salamanca, son désir de vengeance qui guide chacun de ses pas depuis 20 ans. Et c'est cette faiblesse que Walt utilisera à son avantage. Pour incarner Hector Salamanca, Mark Margolis s'est inspiré de sa belle-mère. Alors elle a été victime d'un AVC, il allait fréquemment la voir dans une maison de repos. Si elle n'était plus capable de bouger ni de parler, Margolis se rappelait néanmoins d'un mouvement particulier du côté gauche de sa bouche qu'il utilisa pour donner un semblant de vie à Hector. Une sacrée performance mine de rien qui lui a donc valu une nomination aux Emmy Awards. Ainsi, après avoir repris Jesse sous son aile, Walt passe à la phase finale de son plan. Il crée rien de moins qu'une bombe pour se débarrasser définitivement de la menace pesant sur lui et sa famille. Et après une première tentative soldée par un échec cuisant, il finit par apprendre l'existence de cette relation tordue entre Gus et Hector. Pinkman said it was like he was torturing the old guy.
Walter s'associe alors avec Hector, qui n'a désormais plus rien à perdre et qui est prêt à mourir pour emporter Gus avec lui. Et alors que Gus s'apprête à mettre la dernière étape de sa vengeance à exécution, il tombe dans le piège de Walt, perdant, le temps de quelques instants, ce contrôle absolu sur lui-même qui le caractérise. Tout au long de ces 3 saisons, Giancarlo Esposito aura offert une performance fabuleuse, campant un personnage tout en retenue dont la seule présence se révèle particulièrement menaçante. On l'aura constaté dès le premier épisode de cette saison, où son entrée en scène silencieuse, uniquement basée sur son regard et sa gestuelle, aura fait monter l'intensité à un niveau stratosphérique, jusqu'à ce fameux coup de cutter, véritable séquence choc de la saison. Et si Gilligan le décrivait toujours comme le mal absolu, ce qu'il sera difficile de nier étant donné son côté froid et calculateur, on se surprend pourtant à s'attacher à lui suite au flashback de Hermanos. Un flashback qui bénéficie d'ailleurs de nombreuses performances de haut niveau, que ce soit de la part d'Esposito lui-même, de Margolis qui campe un Hector Salamanca en tout point détestable, ou encore de Steven Bauer dans le rôle du sociopathe Don Eladio. Extravagant et charismatique, mais surtout extrêmement intimidant. Et il a beau n'apparaître qu'à seulement 2 reprises, Bauer parvient cependant à laisser une empreinte indélébile sur la série. Pour en revenir à Gus, une fois ce flashback passé, une fois ses motivations explicitées, il est difficile de ne pas ressentir un certain degré de compassion pour lui. Superbement écrit et interprété, Gus Fring fut l'adversaire parfait pour Walter White, modèle de réussite pour lui et reflet de ses ambitions démesurées. Un personnage inoubliable qui hérite d'une mort iconique le faisant entrer au panthéon des méchants les plus fascinants de la télévision. Walter a donc accompli sa mission, étant parvenu à assurer la sécurité de sa famille en éliminant celui-là même qui l'a menacé. Mais pourtant, c'est encore une fois l'ego qui s'exprime avant tout. I won. Car au final, pour Walt, c'est tout ce qui compte. Gagner, être au sommet. Le reste importe peu. Et il était prêt à tout pour ça, manipulant un nouveau Jesse pour en faire son allié face à Gus dans un plan qui impliquait rien de moins que d'empoisonner un enfant. Plus cruel que jamais, prêt à tout pour arriver à ses fins, Walt est désormais au sommet de la pyramide, et on sait bien qu'une fois au sommet, on ne peut que chuter. And those consequences, they're coming. C'est une nouvelle fois un véritable travail d'orfèvre que nous a concocté l'équipe de Breaking Bad avec cette saison 4. L'écriture est plus solide que jamais, ne laissant rien au hasard, les acteurs sont habités par leur rôle, et Michael Slovis met son inventivité au service de l'histoire, peaufinant un style visuel toujours plus remarquable. Une saison intense et imprévisible, où les rebondissements s'enchaînent sans temps mort, et où chaque personnage parvient à tirer son épingle du jeu. La série semble donc bien décidée à ne pas quitter les cimes qu'elle côtoie depuis ses débuts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!